Bienvenue dans Capitale 2020, BFM Paris, Le Parisien. Plus que 3 mois maintenant, vous le savez, avant les élections municipales. Alors tous les jeudis, sur BFM Paris, on continue de donner l'occasion de mieux connaître vos candidats. 1 heure ensemble pour décortiquer leurs propositions, mais aussi pour mieux les connaître, leur personnalité notamment. Notre invité du jour, c'est Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris avec le mouvement Parisienne-Parisien. On le retrouve juste après le générique. Capitale 2020, c'est maintenant. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission avec le hashtag BFM Paris sur tous nos réseaux sociaux. Gaspard Ganzer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau ce soir. À mes côtés, dans Capitale 2020, ce jeudi, c'est Christine Henry. Bonsoir, journaliste politique au Parisien, avec qui cette émission est préparée. On fait une rapide présentation. Gaspard Ganzer, vous avez 40 ans, marié, 4 enfants. Vous êtes un Parisien pur jus, on peut le dire. Vous êtes né dans la capitale, vous avez grandi et vous serez tête de liste dans le 15e arrondissement, dans l'ouest parisien. Fils d'une pédiatre, d'un ostéopathe, vous avez choisi, vous, la communication comme filière. Après des études à Sciences Po et à l'ENA, vous êtes consultant en communication et c'est votre métier. Et puis politiquement, puisque c'est pour cela qu'on vous reçoit ce soir, vous avez fondé le mouvement Parisienne-Parisien il y a peu, c'était fin 2018, pour être candidat donc à la mairie de Paris, hors des partis traditionnels. C'est ce que vous dites, on en parlera dans un instant. Bienvenue dans Capitale 2020. Voici le sommaire de ce qui vous attend. Avec nous, on va décrypter l'actualité de ces derniers jours à Paris, en Ile-de-France, notamment la grogne des agriculteurs qui ont bloqué une partie des routes d'Ile-de-France, c'était hier, ou encore la grève qui nous attend pour le 5 décembre prochain. On en parlera avec vous, ce sera dans le tour de l'actu dans Paris News. Nous testons aussi vos connaissances de Paris et de sa région dans notre quiz. Pourquoi vous souriez? Parce qu'on a peur toujours de ne pas être à la hauteur, mais on va voir, ça se passe naturellement. Allez, voilà, ce sera très convivial, on vous rassure, c'est Paris Screen, ce sera dans un instant. C'est l'une des thématiques que vous placez au cœur de votre politique. On va parler des classes moyennes également dans cette émission, leurs difficultés également dans Paris. De quoi s'agit-il exactement? Décryptage dans quelques instants, ce sera avec notre journaliste politique BFM Paris, Alexia Elisabeth. L'interpellatrice du jour, c'est Anne-Claire Boux, tête de liste EELV dans le 18e arrondissement de Paris. Et avec elle, nous parlerons sécurité dans les quartiers populaires notamment. Voilà, on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, c'est parti. Et donc dans Paris News, on commence par cette actualité du jour, une nouvelle évacuation de migrants dans le nord parisien. C'était ce matin, il y a quelques semaines, plus de 1600 migrants, on le rappelle, avaient déjà été évacués tout près de là, près de la porte de la Chapelle. Ici, c'est 500 personnes vivant dans un campement de la porte d'Aubervilliers qui ont une fois de plus été mises à l'abri, c'est comme ça qu'on le dit. Elles devaient être conduites vers des centres d'hébergement, des gymnases, une évacuation partielle puisqu'elle n'a concerné qu'une partie du campement. De nombreuses autres personnes sont restées à la rue après cette évacuation. Question, Christine Henry. Alors, donc on en est à la 60e évacuation depuis 2015. Que proposez-vous pour résoudre cette situation qui perdure? Alors déjà, réjouissons-nous que ces nouvelles centaines de personnes aient été mises à l'abri aujourd'hui. On peut regretter que ce soit pas le cas de la totalité des gens qui étaient présents à Aubervilliers. C'est une bonne nouvelle qu'on démantèle ces camps. Moi, ça fait longtemps que je le demande parce que ces gens sont là à vivre dans des conditions souvent indignes. Il y a des familles, il y a des gens qui sont célibataires, mais beaucoup de familles et pas mal d'enfants. Est-ce que vous avez l'impression que c'est efficace? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu toutes les semaines. Pas toutes les semaines quand même, mais trop souvent, comme vient de le dire Christine Henry. Et je pense qu'il faut traiter le mal plus globalement. Pourquoi? Quand je dis le mal, c'est les conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Donc il y a des choses qui relèvent de l'Europe, la sécurité aux frontières, le contrôle des migrations. Donc ça, c'est pas le rôle du maire de Paris. Des choses qui regardent l'État, c'est-à-dire la répartition sur l'ensemble du territoire des réfugiés et le traitement des demandes d'asile, parce que beaucoup d'entre eux sont des demandes d'asile. Puis il y a des choses qui relèvent des collectivités territoriales. Paris, les villes voisines. Et là, la responsabilité, elle est d'abord tournée vers les enfants. Je pense que quand on est maire de Paris, on ne peut pas se réjouir qu'il y ait des enfants des rues, qu'ils soient migrants ou pas d'ailleurs, et il faut les traiter en priorité. Et puis avec les associations, il faut permettre à toutes ces personnes qui ont fui la misère, l'oppression à travers le monde, d'être accueillies dans des bonnes conditions. Mais attention à ne pas laisser s'accréditer l'idée que la solution serait d'établir des camps humanitaires aux portes de Paris. Je pense que ça, c'est une mauvaise idée. Il faut
traiter les demandes d'asile quand il y a des demandes d'asile, et pour les autres, il faut leur trouver un hébergement. Un hébergement durable. Alors d'abord un hébergement d'urgence, pour commencer. Pour ceux qui sont titulaires de titres de séjour, ils ont le droit, comme toutes les personnes exclues, de pouvoir s'inscrire dans un parcours d'insertion. Et donc eux, on doit leur permettre de trouver un logement, un travail, les aider dans ce parcours-là et les traiter finalement comme les autres ressortissants. Est-ce que la ville en fait suffisamment ou pas assez? Elle fait ce qu'on peut. Moi, je pense que sur ce sujet, il ne faut pas polémiquer. Je pense qu'on a besoin de rassemblement. Donc, je me suis fixé une règle sur la question migratoire, c'est de ne pas polémiquer, ni avec l'État, ni avec la ville, ni avec la région. Parce que je pense, ce dont on a besoin, c'est de rassemblement, de pragmatisme et d'intelligence. Parce que derrière, il n'y a pas des enjeux électoraux, il y a des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants qui ont fui l'oppression et la misère, et c'est eux qu'on doit aider sans se poser la question de qui est responsable de quoi, et ni se renvoyer la balle, comme parfois ça a été le cas au cours des dernières années. Par extension, on a parlé des migrants, il y a également les personnes sans domicile fixe dans la capitale qui sont concernées par cette problématique de l'hébergement. Environ 300 dorment chaque jour dans le métro, selon un dernier décompte. Comment est-ce qu'on peut régler cette problématique d'urgence quand on sait que la semaine prochaine, par exemple, des périodes de grand froid sont attendues dans la capitale? Alors c'est toute l'année d'ailleurs, et c'est dangereux tant l'hiver que l'été, parce qu'il y a souvent plus de morts dans la rue l'été. 300, je pense que le chiffre est malheureusement trop faible. Tous les jours, je pense que c'est beaucoup plus de gens. Et plusieurs centaines d'enfants des rues. Je pense que la première responsabilité de la ville de Paris, c'est de traiter le cas des enfants des rues. Moi, je l'ai dit, j'ai pris cet engagement. La première action que je conduirai si je deviens maire de Paris, avec toute l'équipe de Parisiennes Parisiens qui fait cette campagne, c'est de traiter la situation de ces enfants des rues. Certains sont exploités dans le cadre de réseaux de trafic d'êtres humains. D'autres ont été abandonnés par leurs parents. D'autres. Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement? Il faut en faire une priorité politique. C'est-à-dire tous les jours, aller avec les équipes municipales, des travailleurs sociaux, mais aussi avec les associations non seulement métiers, et avec la justice, parce que parfois il faut extraire de leur famille ces enfants, c'est douloureux, c'est difficile, avec l'éduc. Bah oui, bien sûr, si des gens sont exploités par des réseaux ou si les parents n'ont pas la capacité de subvenir aux besoins, parfois il faut pouvoir placer ces enfants avec les régimes de l'aide sociale à l'enfance. Ces situations sont identifiées, où les logeriez-vous? D'abord, pour les enfants, il faut les loger dans le réseau de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est la responsabilité. Il y a assez de place actuellement à Paris? Malheureusement, il n'y en a pas assez. Il y a des centres de l'aide sociale à l'enfance qui sont dans Paris, d'autres qui sont gérés par la ville de Paris, qui sont aussi dans la petite couronne parisienne. Donc il faut y consacrer davantage de moyens, même si on y consacre pas mal de moyens. Et puis après, il y a les adultes. Sur les adultes, il y a deux types de situations. Il y a des gens qui sont à la rue, dont la place n'est pas nécessairement dans l'hébergement classique. Ce sont des gens qui avaient déjà ou qui ont acquis malheureusement des maladies mentales, des psychotiques ou des gens en grande détresse personnelle, des schizophrènes, et qui sont victimes du fait qu'il n'y a plus assez de lits aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques parisiens, Maison Blanche, Sainte-Anne. Donc là, il faut que l'État prenne ses responsabilités et recrée des lits à Sainte-Anne, à Maison Blanche, parce qu'il n'y a pas assez de lits pour traiter ces gens qui sont malades. Et quant aux autres, qui sont la majorité, qui sont des gens qui sont victimes d'exclusion, eh bien, de façon extrêmement modeste et pragmatique, il faut trouver des solutions pour chacun. Pour ceux qui ont déjà fait des maraudes, on sait qu'aller parler, c'est pas simple de sortir quelqu'un de la rue, parce que s'il est exclu, c'est un parcours long. Oui, c'est vrai, s'il est dehors, c'est pas simplement parce qu'il n'a pas de toit, c'est aussi parce qu'il s'est désocialisé, il a été abandonné, il a vécu des accidents dans sa vie, et donc pour le sortir de la rue durablement, il faut pas simplement lui trouver un toit, il faut le faire, mais il faut aussi l'aider à se remettre dans un chemin qui va le conduire vers l'emploi, vers la citoyenneté. Là, pour le coup, ça ne mettra pas 1 ou 2 ans pour être réglé, mais plusieurs années. On va poursuivre dans l'actualité avec la situation des agriculteurs. Hier, mercredi, plus de 1000 tracteurs ont bloqué les grands axes routiers d'Île-de-France autour de Paris, puis l'avenue des Champs-Élysées avec ces ballots de paille qu'on a vus au cœur de la capitale, des opérations escargots pour dénoncer un agribashing, un dénigrement de la profession, aussi des conditions de travail rendues plus difficiles par les politiques de l'État. On écoute d'ailleurs un des agriculteurs qui s'est exprimé hier. Nous sommes agressés tous les jours, que ce soit verbalement ou physiquement, c'est inadmissible. La motivation n'est plus là. Moi, j'ai un fils de 12 ans qui aime le métier. Je ne sais même pas si je dois le conseiller de faire des études agricoles. Et un suicide par jour, ça suffit, quoi. Ras-le-bol. Voilà, le mouvement a été suspendu dans la soirée par le syndicat agricole FNSEA. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ici, à Paris, en Île-de-France, pour redonner un peu espoir aux agriculteurs? Alors moi, j'ai beau être un pur citadin et être né et grandi à Paris, je suis très sensible à la condition des agriculteurs, des paysans. Je suis en binôme dans cette élection municipale avec Isabelle Saporta, qui est une des plus grandes spécialistes françaises de toutes les questions agricoles, et qui m'en a souvent parlé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut d'abord les soutenir humainement, psychologiquement et politiquement. Moi, je ne supporte pas la mise en cause de nos agriculteurs,
agriculteurs, de nos paysans, qui sont souvent victimes d'une énorme machine de l'agroalimentaire, qui ne savent pas comment s'en sortir alors qu'ils ont souvent investi leurs deniers personnels. Je ne parle pas des grands producteurs céréaliers, mais je parle des petits artisans de l'agriculture. Non mais alors déjà, il faut le dire, qu'on a besoin d'eux, qu'ils font partie de notre ADN. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut les aider dans la transition vers l'agriculture bio, la fin des pesticides et de tous les intrants qui polluent nos champs et nos campagnes. Et il faut construire avec eux. Ça prendra du temps. L'Union européenne fait quand même déjà beaucoup de choses, mais nous, on doit assumer en tant qu'État, parce que pour le coup là, c'est pas la ville de Paris qui pourra le faire directement, de les aider. Peut-être un point quand même sur la responsabilité du maire de Paris. On a proposé avec les membres de Parisiens de mettre en place les cantines bio, 100% bio dans les cantines d'ailleurs pour les enfants, les adolescents et autres. Pour réussir à le faire, il faut mettre en place des circuits courts et s'appuyer davantage sur les agriculteurs et les paysans d'Île-de-France. Et donc ça, c'est peut-être une manière de les aider, d'aider ceux qui sont les plus vertueux à se développer. À s'installer donc sur les terres qui sont actuels déjà en Île-de-France, mais peut-être les aider dans leur transformation, les accompagner dans ces transformations, parce qu'on aura besoin d'eux. Ça veut dire financièrement également les accompagner. Peut-être aussi des aides pour ceux qui diront directement vers les modèles les plus vertueux. Et puis après, il faut trouver un moyen, c'est difficile avec le droit des marchés publics, de donner peut-être une priorité à nos agriculteurs et paysans franciliens. Justement, sur cette transition, on parlait des pesticides. Récemment, ces agriculteurs, ils se sentent, ils le disent, jugés par le fait qu'ils en utilisent parfois même malgré eux, à l'heure où se multiplient les arrêtés municipaux justement pour en limiter l'usage. Quelle alternative en fait existe pour ces paysans qui sont confrontés finalement à la mondialisation et qui doivent gérer et produire en quantité? Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions des pesticides. Je sais juste qu'ils sont mauvais pour l'environnement et donc pour la santé, que les agriculteurs et les paysans en souffrent eux-mêmes. Je pense que c'est pas le paysan individuellement qui doit être ciblé, c'est le producteur du pesticide, c'est la grande boîte type Monsanto qui fait n'importe quoi, c'est les lobbies qui interviennent auprès de l'Union européenne et de l'État. C'est eux les adversaires, ce sont eux les ennemis, pas le petit paysan ou l'agriculteur qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a et qui doit être accompagné avec des aides pour justement ne plus avoir utilisé ces pesticides extrêmement polluants. Autre mouvement social, on est à J-7, ça y est, de cette grève du 5 décembre, avant donc ce mouvement annoncé comme illimité, une manifestation qui concerne globalement un mal-être dans la fonction publique, ça concerne l'hôpital, les transports en commun. Les trois syndicats d'ailleurs qui représentent la RATP appellent à une grève illimitée, notamment contre la réforme des retraites. Ils ont été rejoints par une intersyndicale de la SNCF. Justement, la RATP a prévenu ses usagers ce jeudi. Le trafic sera fortement perturbé, on l'imagine, sur tout le réseau dès le 5. Le mouvement du 13 septembre, on le rappelle, dernier, était déjà très suivi. Est-ce que vous craignez celui du 5 décembre? Non, je le crains pas, je le soutiens. Parce que je considère que les agents publics du service public en général, que ce soit la SNCF, la RATP, dans les hôpitaux, sont les gens qui souffrent, sont souvent montrés du doigt comme si c'était des privilégiés. Vous savez, moi je suis fonctionnaire, ça fait 15 ans que je suis sorti de l'école, mais je suis toujours fonctionnaire, même si je suis en disponibilité aujourd'hui pour cette campagne municipale. Quand on est fonctionnaire, on ne fait pas toujours un travail facile. On a des droits et on a aussi des obligations. Quand on est candidateur de la RATP, qu'on passe sa vie dans des tunnels, qu'on commence parfois ses journées très tôt, on les termine souvent très tard, on a le droit, contre une rémunération qui n'est pas très importante en général, d'avoir un régime spécifique de retraite. Donc moi, je suis à leur côté. Bien évidemment, ça sera pénible pour les usagers. Mais on se serrera les coudes et on essaiera de trouver aussi des moyens pour se déplacer autrement. Moi, je me souviens des grèves de 95. Il y avait tout Paris était bloqué. Il n'y avait plus un métro, il n'y avait plus un RER, il n'y avait plus un train. Les gens, au début, n'étaient pas contents. Ils grognaient, etc., les Parisiens. Non, moi, j'étais d'ailleurs, parce que je devais me balader à pied pour aller au lycée, au collège, une activité sportive. Et puis, au bout d'un moment, il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place avec ces agents publics. Parce qu'en fait, le service public, c'est ce qui permet la cohésion dans ce pays. La cohésion. Le vivre ensemble. Le jour où il n'y aura plus de médecins dans les hôpitaux, de conducteurs dans les trains, ou de policiers, ou de pompiers, on sera bien mal. Donc, je pense qu'il faut les défendre et les soutenir. C'est votre actualité à vous, cette fois-ci dont on parle. Ce matin, vous donnez une conférence de presse dans un bar du 4e arrondissement. On reviendra sur certaines de vos propositions justement au cours de l'émission. Mais tout d'abord, les sondages, ils vous créditent d'1% d'intention de vote. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à participer, à vouloir être maire de Paris? Parce que je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour un poste, je ne me bats pas pour une fonction. Je me bats pour les Parisiennes et les Parisiens. Je me bats pour des idées auxquelles je crois. Mais si vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous pourrez faire pour eux? Déjà, pendant la campagne, on fait déjà beaucoup de choses. Vous savez, on a déjà déplacé un certain nombre de curseurs idéologiques. On a imposé des thèmes, comme la déconstruction du périphérique, la nécessité d'augmenter le nombre de places dans les crèches, le bio dans les cantines, la police municipale. Déjà, on a fait œuvre utile à travers les propositions qu'on a mis sur la table et les débats qu'on a créés. Et vous savez, on saura aussi, dans les dernières semaines, déjouer les pronostics. Et puis après, quand on a des convictions comme les miennes, comme les nôtres, puisqu'on est très nombreux dans ce mouvement, on ne s'arrête pas à la
difficulté, on se bat 2 fois plus, on prend des risques. Et si on n'arrive pas à convaincre tous les Parisiens ou la majorité d'entre eux aux élections municipales de 2020, eh bien on continuera le combat pour 2026 et pour la suite. Parce que les idées, elles ne doivent pas simplement être utilisées dans une place civile électorale, elles sont là pour changer la vie des gens. Évidemment, on fera tout pour l'emporter dans les différents arrondissements au niveau du conseil municipal parisien, au niveau du conseil de Paris. Mais si on n'y arrive pas, on recommencera avec modestie. Si ce n'est pas le cas, justement, vous parliez de prise de risque, comment vous allez faire pour rembourser vos frais de campagne? Eh bien, vous savez, on s'est appuyé sur les dons de chacun des membres du mouvement. Moi-même, j'ai investi, on va dire, dans cette campagne. Ouais. Donc c'est un sacrifice personnel aussi. Chacun des membres du mouvement a cotisé personnellement. Nous, on n'a pas eu de subvention publique. Donc c'est notre argent personnel, individuel. Donc on fera une campagne frugale. Mais c'est pour que vous mesuriez l'importance de cet engagement pour nous. On fait ça pas, c'est pas un jeu pour nous. Parce que du coup, ce sont des propositions que d'autres candidats pourront récupérer. Vous participez à l'effort collectif. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Ils l'ont déjà fait et c'est une bonne nouvelle. Vous savez, les bonnes propositions, elles sont faites pour être volées. Donc que les gens se saisissent de nos propositions, nous on les partage. Et puis après, si on remporte les victoires politiques ou idéologiques, vous savez, elles préparent toujours des victoires électorales. Donc ne sous-estimez pas le fait que les Parisiens, les électeurs parisiens sont des gens libres. Ils ne cesseront pas de dicter le score de cette élection, le résultat de cette élection par les sondages. Si vous deviez rejoindre un candidat, lequel serait-il? Est-ce que ce serait Griveaux ou bien Anne Hidalgo? Mais vous savez, je comprends que vous posiez cette question, mais si je voulais rejoindre un candidat, je l'aurais déjà fait depuis très longtemps. Je serais allé frapper à la porte de l'un ou de l'autre. Si j'ai décidé, avec Isabelle Saporta et tous les membres de Parisiennes Parisiens, d'avancer de façon libre et indépendante, c'est parce que je pense que c'est la bonne manière de créer le débat dans le cadre de cette élection. Après, ce seront les électeurs qui décideront arrondissement par arrondissement de ce qu'ils veulent faire au premier tour. Et au deuxième tour, on verra en fonction du rapport de force avec les uns et les autres. Mais moi, je suis pas là pour être le marchepied, la jambe de bois, ou la rustine de qui que ce soit. Je suis là pour convaincre. Et vous savez, il faut faire preuve de modestie, mais aussi de courage pour se lancer dans le combat qui est le mien. Mais jamais il faut douter quand on se bat pour les autres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alliance possible, quoi qu'il soit. On verra au deuxième et au troisième tour. Mais vous pourrez soutenir quelqu'un, sinon? C'est-à-dire? Vous pourriez soutenir un candidat Mais je soutiens tous les candidats de Parisiennes Parisiens dans tous les arrondissements. Alors justement, mais vous savez, vraiment, c'est une question importante. Ça me permet justement de devenir un point qui est peut-être que pour certains électeurs, c'est pas encore très clair de vous situer sur l'échiquier politique. Vous avez pris votre carte au PS en 2002. Vous avez été le porte-parole de Bertrand Delanoë pendant son mandat à la mairie de Paris. Macroniste en 2017. Aujourd'hui, vous êtes où? Je suis parisienne, parisien, on est indépendant. On considère que sur les questions de sécurité, de propreté, de logement, les grilles de lecture gauche-droite, un peu traditionnelles, sont dépassées. Je ne sais pas si être pour une police municipale armée, c'est de droite ou de gauche. Je ne sais pas si être pour mieux nettoyer les rues de Paris, c'est de droite ou de gauche. Je ne sais pas si trouver du logement pour les familles, c'est de droite ou de gauche. Moi, personnellement, je suis de gauche. Je reste de gauche. Mais dans ce mouvement, il y a des gens qui viennent de la droite, qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, d'autres qui ont voté pour François Hollande, d'autres qui ont voté pour les Verts, d'autres qui ont voté pour Macron, et on se retrouve autour de l'essentiel, notre volonté d'améliorer la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens, de construire le Grand Paris. Et moi, quand quelqu'un vient vers moi, je lui demande pas sa carte ou son dernier vote, je lui demande juste quelles sont ses conditions pour Paris, et je lui demande. Vous accueilleriez n'importe quel soutien qui partage nos valeurs, la liberté, la solidarité, l'attachement à l'écologie. Je pense que les extrémistes de tous bords ne trouveront jamais un bon accueil chez nous. Par contre, tous ceux qui sont des progressistes, des humanistes, des écologistes, qui sont attachés à la lutte contre les inégalités, seront les bienvenus chez nous. Allez, dernière thématique d'actualité avec vous. On va parler du Black Friday. Ça commence demain, comme son nom l'indique. Vendredi, un concept importé des États-Unis, des prix cassés, en général sur Internet par l'électroménager, mais un peu partout maintenant. Ce jeudi, plusieurs dizaines de militants ont bloqué notamment l'entrepôt d'Amazon à Brétigny-sur-Orge en Essonne. Ils dénoncent à la fois la surconsommation induite par cette journée, mais aussi la pollution qu'elle représente. 2,5 millions de livraisons attendues en ce Black Friday, tous les jours, donc 2,5 millions de livraisons. 4 franciliens sur 5 ont prévu de faire leurs achats de Noël ces prochains jours sur ces plateformes. Vous avez fait, vous, des propositions ce matin en conférence de presse dans un bar du 4e. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de système? Une forme de dégoût, je trouve. J'en ai marre de la société de la surconsommation, de l'hyperconsommation. Bien évidemment, les gens peuvent vouloir faire des cadeaux de Noël pour moins cher, ça je peux le comprendre individuellement. Mais j'aime pas ces énormes opérations marketing
shopping, dans lesquels l'argent est roi, on achèterait de tout de façon illimitée tout le temps. Je crois qu'il faut savoir faire preuve un peu de sobriété, de frugalité, parce que derrière, le modèle du ultra-capitaliste ne me plaît pas ou ne me plaît plus. Moi-même, j'ai pu avoir des frénésies d'achat il y a quelques années, maintenant j'essaie de me retenir, même quand mes enfants me demandent des jouets supplémentaires. J'allais dire, vous avez 4 enfants quand même pour Noël, vous passez pas par Internet? Non, je vais acheter dans des boutiques là pour le coup. Voilà. Mais bon, je pourrais le faire par Internet, mais tout est une question de mesure. Vous voyez, moi je juge pas les gens individuellement qui commandent des bouquins sur Amazon ou qui se font livrer des jouets. Tant que tout est une histoire de mesure et d'équilibre. En revanche, j'aime pas la société que nous propose Amazon et les autres GAFAM, comme on dit, c'est-à-dire une société complètement ubérisée dans laquelle il y aurait plus de liens humains. Je pense que les individus sont pas des machines ou des numéros. Et j'ai pas envie que le monde de demain soit celui de 1984 de George Orwell, dans lesquels les mots et les chiffres n'auraient plus aucun sens. Allez, on va passer à votre connaissance de la ville de Paris et de la région. J'ai peur, je peux vous le dire, j'ai énormément peur. C'est tout de suite, c'est le quiz Paris Screen. 5 petites questions, vous répondez le plus rapidement possible. Quelle est la date de mise en service du boulevard périphérique, puisque vous le chérissez? Alors je dirais que c'est 73. Exactement, c'était le 25 avril. Bonne réponse. Quel est le prix de l'entrée pour visiter le Louvre? Plein tarif. Aucune idée. J'en ai aucune idée. 10 €? Un peu plus cher, 17 €. On ne vous accorde pas le point. Merde. Mince. Troisième question, combien de villes portent le nom de Paris dans le monde? C'est dur ça. Je sais qu'il y en a eu au moins une aux États-Unis, mais allez, je dirais une dizaine. Et plus que ça, 30. Il y en a une trentaine, dont 23 justement aux États-Unis. Les États-Unis que vous connaissez bien, on vous a vu récemment. Oui, je suis allé courir un marathon, mais j'ai vécu aux États-Unis aussi. J'ai vécu à New York pendant un an, pendant mes études. Un bonheur incroyable. Bon, je préfère Paris, mais New York c'est quand même. Bon, belle photo. En tout cas, bravo pour le finish. On sait que vous allez courir également le marathon de Paris en avril. C'est la deuxième fois, voilà. Mais j'espère que le premier maire de Paris à courir le marathon de Paris, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Allez, quatrième question. Dans quel stade s'entraînent les joueurs du Red Star FC? Au Stade Bauer. Oui, dans quel 93 à Saint-Ouen. Exactement, bonne réponse. On est à 2 sur 4 pour l'instant. Dernière question, un blind test. On va écouter un peu de musique et vous me donnez soit l'interprète, soit le nom du titre. C'est Renaud, non? Non. Non. Allez, encore 2 secondes. J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. On n'accorde pas le point, c'était Oxmo Puccino. Ah oui, merde, Oxmo, évidemment. Bien sûr. Oxmo Puccino qu'on a entendu avec Pam Panam. Voilà. 2 points sur 5. Voilà, c'est votre note finale. C'est pas brillant, hein. Franchement, j'aurais pu faire beaucoup mieux. C'est vrai? Mais ouais, je vais réviser davantage. Il faut. Allez, on passe à la suite tout de suite, c'est Paris Focus. Avec vous, Gaspard Ganzer, on va prendre le temps de décrypter une thématique qui vous tient à cœur, on le disait en introduction, les classes moyennes à Paris. Alors, qui sont-elles? Quels problèmes elles rencontrent dans notre région? Pourquoi elles fuient la capitale? On fait le point avec toi, Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris. On va tenter de dresser justement une sorte de portrait robot de la famille lambda de classe moyenne à Paris. Alors prenons une famille par exemple de 2 enfants, puisqu'à Paris le nombre d'enfants par femme est le plus faible d'Île-de-France, 1,56, c'est-à-dire entre 1 et 2. Selon l'INSEE, une famille avec 2 enfants a pour revenu mensuel à Paris autour de 4 468 €, alors que le revenu médian en France est de 3 420 € pour une famille avec 2 enfants toujours. Donc les classes moyennes parisiennes sont un petit peu plus riches que les classes moyennes en France. Cette famille de classe moyenne, elle vit plutôt dans les arrondissements de l'Est parisien ou ceux de la périphérie. Ça va du 10e au 15e arrondissement, puis du 18e au 20e en gros. Mais là réside le problème principal, justement. Les familles de classe moyenne ne peuvent plus habiter où elles en ont envie. Par exemple, les 4 premiers arrondissements leur sont quasiment inaccessibles, et on peut parler aussi du prix moyen du mètre carré à Paris qui est donc de 10 216 € donc par mètre carré. Voilà ce qui décourage beaucoup de familles et les pousse parfois à quitter la capitale. Beaucoup de services municipaux sont également très chers. Certains parlent du prix des crèches, d'autres de la cantine. Mais une fois qu'on a un toit sur la tête et qu'on occupe son jeune enfant, il faut
faut aussi se nourrir, se soigner et on en a parlé un petit peu plus tôt, pouvoir se cultiver et parfois c'est très cher. Regardez ce diagramme. Donc pour voilà, les transports donc sont en moyenne plus 5,7% plus cher donc à Paris qu'en province. On peut aussi prendre par exemple l'alimentation. Si on a un ticket de course de 100 € en province, eh bien il faudra compter 106,50 € à Paris. Même chose pour la santé, plus 6,6%. Pour une consultation à 100 €, eh bien il faudra débourser à Paris 106,60 €. C'est-à-dire que pour des choses qui pèsent déjà très lourd dans le quotidien de ces familles, sur une dépense donc de 200 € pour reprendre notre ticket de caisse et notre consultation, les Parisiens doivent débourser 13 € en plus. Cette présentation n'est pas exhaustive puisque nous n'avons pas pris en compte les familles monoparentales, les familles nombreuses, mais Gaspard Ganzer, du ticket de cinéma en passant par les transports, la santé, que comptez-vous faire pour soulager un petit peu le quotidien de ces familles tentées par l'exode? Alors, le ticket de cinéma, vous en avez parlé. Oui, alors ici, c'est une vaste question. Non, mais donc je suis candidat dans le 15e et je passe ma vie dans cet arrondissement et je vais souvent au ciné avec mes enfants et en général, bon, on fait cet petit effort financier. Moi, j'ai une carte illimitée et là, j'ai découvert, on voir la Reine des Neiges, que je devais sortir 7 € de plus parce que le film était en 3DX, je ne sais quoi, etc. Et que mes enfants devaient payer beaucoup plus cher que d'habitude. Et je me suis intéressé à la politique tarifaire. Résultat, j'ai vu le prix des places dans le Pathé Beaugrenelle, mais qui est totalement délirant. Donc, il faut que Pathé, franchement, fasse un effort. Au-delà des firmes privées, comment est-ce qu'on fait pour réduire ces petits coûts de la vie comme ça à Paris pour les familles? Non, mais sur le cinéma, vous savez que le CNC, l'État et la ville de Paris ont des leviers pour, avec les exploitants, décider de faire baisser les prix. Donc on le fera. Enfin, c'est pas du tout un hasard et je le dis pas du tout par hasard. Après, moi j'ai deux ou trois sujets prioritaires. Le premier, c'est les crèches. J'en ai parlé. Je pense que il n'y a pas assez de place en crèche. Il y a une demande sur 2 qui est refusée. Et d'autre part, deuxième point, même si les tarifs sont progressifs, ça reste très cher. Parfois, c'est 1 mois de salaire à l'échelle d'une famille. Comment on résout ça? Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire un effort financier du côté du contribuable parisien, donc du budget de la ville. Je pense qu'il faut réaliser d'un côté des économies sur la masse salariale. J'ai proposé qu'on baisse les effectifs de la ville de Paris de 10% au cours du prochain mandat. Et l'argent qu'on récupérera, il faudra l'utiliser pour aider certains services publics. Je pense que les crèches, pour baisser les tarifs, voire pour les rendre gratuites et construire des nouvelles places. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets. Les conservatoires, l'accès à la culture, c'est fondamental. Là aussi, on peut travailler sur la politique tarifaire pour que ça soit moins cher. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est vraiment le logement. Il n'y a pas assez de logements intermédiaires pour les familles à Paris. Et même plus largement, il n'y a pas assez de logements à Paris. Qu'est-ce que vous proposez pour en créer des... Oui, alors ça, c'est un vrai sujet clivant de la campagne électorale. Il y a des candidats qui vous diront qu'ils sont contre la construction de logements, parce qu'ils considèrent que la ville est trop dense. Moi, je suis favorable à la création de 30 000 logements supplémentaires à Paris, neufs. Alors, il y a des zones d'aménagement concerté qui sont disponibles dans lesquelles on peut construire des logements. La ZAC Paris-Nord-Est, c'est sur les rails de la gare du Nord et de la gare de l'Est. La ZAC de Paris-Bercy, sur la gare de Bercy, qui est à côté dans le prolongement de la gare de Lyon, et puis il y a dans le 13e la ZAC de Paris-Masséna. Il y a de l'espace où on peut construire, contrairement à ce qui est dit. Pas énormément d'espace, mais un peu d'espace. Il y a des gens, il y a des candidats, pour ne pas citer les Verts, par exemple, M. Bournazel, M. Villani, qui disent qu'il faut arrêter tout projet d'aménagement, par exemple à Paris-Bercy ou même à Paris-Nord-Est. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut construire des logements neufs. Ça, c'est un vrai clivage de la campagne et je me battrai là-dessus, parce que si on ne construit pas de logements neufs, on dit aux gens qui veulent monter à Paris ou aux familles, dehors, allez ailleurs, vous n'êtes pas les bienvenus à Paris. Le jour où vous aurez un accident de la vie, le jour où il y a un divorce, le jour où il y a un changement d'emploi, le jour où votre situation personnelle évolue, vous ne pourrez plus vous loger dans cette ville. Ces 3 zones dont vous parlez, là, elles concerneraient la construction de combien de logements? Elles pourraient résoudre je pense que dans ces 3 zones, on peut construire, en les additionnant, l'ensemble des logements que j'ai annoncés, c'est-à-dire les 30 000 au cours du prochain mandat. Vous envisagez aussi de faire payer les propriétaires de logements vacants? Vacants, oui. Alors, à Paris, aujourd'hui, il y a 100 000 logements vacants qui sont ni des résidences principales, ni des résidences secondaires et qui ne sont pas non plus utilisés par les propriétaires pour les louer à des tiers ou même pour faire de la location meublée touristique. Ce sont des endroits qui sont laissés sciemment vides pendant plus d'1 an. C'est-à-dire qu'ils sont achetés et acquis dans une perspective de spéculation immobilière. Donc aujourd'hui, il y a déjà une taxe sur les logements vacants, mais qui représente en gros le montant d'une taxe d'habitation. Donc c'est pas du tout dissuasif. Nous, on propose la création d'un loyer fictif en disant aux propriétaires: d'accord, vous ne voulez pas utiliser ces logements, vous ne voulez pas les mettre en location, vous les laissez totalement vides juste parce que comme ça vous raréfiez l'offre, eh bien vous allez devoir payer un loyer fictif qui servira à rénover les logements insalubres, à construire de nouveaux logements et à rénover aussi le parc de logement social qui en a bien besoin. Vous avez évoqué le cas justement de ces plateformes de location saisonnière. Airbnb, vous en pensez quoi justement? C'est un thème justement aussi de campagne, surtout. Airbnb a pris beaucoup trop de... et Abritel, les autres plateformes de location meublée touristique ont pris beaucoup trop de place. Je crois que Paris est le 2e marché horizontal
aux États-Unis, le premier marché aux États-Unis d'ailleurs, pour ces locations meublées touristiques. Il y a des quartiers entiers, ça a été dit par votre collègue tout à l'heure, comme le centre de Paris, dans lesquels il n'y a plus de 2 pièces, il n'y a plus de studios, parce que les gens mettent tout sur Airbnb. Il y a même aujourd'hui les locaux commerciaux, qui étaient des bureaux ou des échoppes d'artisans, qui sont transformés en Airbnb. Donc là, il faut vraiment encadrer davantage. La ville de Paris, d'ailleurs, il faut le reconnaître, a fait des efforts dans ce domaine-là. Mais ça dépend beaucoup de l'État. Donc il faut certainement diminuer le nombre de nuitées dans lesquelles... Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à 30. C'est 120. Ouais, et est-ce qu'il faut les interdire? L'interdiction me semble disproportionnée à ce stade, mais si le phénomène continue de prendre de l'ampleur, il faudra se poser la question de l'interdiction ou l'extrême limitation dans certains quartiers centraux de Paris, parce que vraiment le centre de Paris aujourd'hui est en train vraiment d'être colonisé littéralement par les locations meublées touristiques, et c'est trop, parce qu'il faut que les logements servent quand même d'abord les gens qui vivent dans cette ville, que les gens utilisent un peu Airbnb pour leurs vacances ou pour faire une recette de poche, ça je trouve ça très bien, mais il faut que ça reste raisonnable, pas que ça devienne une industrie ou un système économique en tant que tel. Est-ce que c'est la situation qui vous a fait vendre les parts de votre société, puisque Airbnb était l'un des clients de votre société? C'était un des clients de la société que j'avais créée en 2017, qui s'appelle 2017 d'ailleurs. Moi, je me suis jamais occupé personnellement de Airbnb. Si j'ai décidé de quitter cette société, que vraiment j'ai mis du temps à construire et à développer, qui a bien marché, d'ailleurs, vous savez, c'est pas simple d'être un entrepreneur, mais on a réussi à le faire. Elle existe encore aujourd'hui. Non, c'est que je pense quand on décide de se lancer dans un projet aussi difficile que la conquête de la mairie de Paris, ça mérite de s'y consacrer totalement. Donc aujourd'hui, j'ai quitté cette entreprise, je me consacre totalement à la campagne. Je suis encore enseignant, parce que je pense que c'est important de continuer à transmettre. Donc je suis enseignant à Sciences Po et à HEC notamment. Ça me prend quelques heures par semaine, mais tout le reste, je le consacre, tout le temps qui me reste, je le consacre à la campagne municipale, parce que Paris vaut bien de s'y consacrer totalement. Allez, on va parler justement des préoccupations des Parisiennes et des Parisiens. Nos journalistes sont allés à leur rencontre dans les rues de la capitale. Voici ce qu'ils vous demandent, Gaspard Gonzer. Première question de ce monsieur. Pour moi, le plus grand problème, c'est les transports en commun qui sont malheureusement pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Ce qui serait bien, c'est que le futur maire de Paris mette les transports en commun accessibles vraiment pour tous, que ce soit pour les personnes handicapées, aveugles ou sourdes. Voilà, cette personne donc atteinte de handicap qui vous interpelle sur la question. Ouais, c'est une honte la situation des transports publics parisiens aujourd'hui. Ils ne sont pas accessibles aux personnes de mobilité réduite, handicapées, personnes âgées, familles. Il faut faire des investissements importants. Ça fait de nombreuses années que la ville de Paris et surtout la région Île-de-France, qui est le principal contributeur du STIF, Île-de-France Mobilité, s'y engager, mais malheureusement les choses ont peu changé. Donc là, il va falloir faire un effort financier, je préfère le dire, qui répondra... De la poche de qui? Des Franciliens, mais aussi des Parisiens. Je pense que les Parisiens doivent aussi y contribuer, ça doit être une priorité. Ça prendra beaucoup de temps parce que c'est des travaux extrêmement lourds, mais il n'y a pas que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il y a aussi les personnes qui souffrent d'handicap visuel, auditif, ou aussi de handicap mentaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ou expérimentées, mais maintenant il faut dépasser le cadre de l'expérimentation pour passer à celui de l'investissement. Ça ne reposera pas simplement sur l'épaule du maire de Paris. Il faut que l'État y mette les moyens, l'État, puisqu'il y a une politique nationale en faveur du handicap, la région et les autres communes. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe que ça demanderait? C'est plusieurs centaines de millions d'euros, voire on touchera probablement le milliard. Allez, autre question. Notre invité de la semaine dernière, c'était Cédric Villani sur ce plateau. Il avait une question à vous poser, justement. J'adore. On l'écoute avec vous et vous répondez derrière. Comment est-ce que tu penses qu'on va remodeler le visage de Paris au-delà du périphérique? Je sais que tu veux, cher Gaspard, détruire le périphérique, d'accord? Admettons que le périphérique n'est plus là. Qu'est-ce que tu vas proposer à la place, et comment ça sera un nouvel élément dans ta vision de la capitale pour changer le visage de Paris? J'en profite pour dire que j'apprécie énormément personnellement Cédric Villani. Aujourd'hui, chacun est dans son couloir, chacun conduit sa campagne, mais c'est quelqu'un de rare, d'original et de sympathique. Pourquoi vous souhaitez préciser ça? Est-ce qu'on parle de la polémique? Non, pas du tout. Non, parce que je trouve que son interpellation est très sympathique. Elle lui ressemble. Elle est précise. Elle est rarement eu des candidats qui donnaient autant d'amour à ces. Non, mais c'est vrai. Je pourrais en dire que vous m'interrogez sur lui, mais je trouve que c'est le cas. Que pensez-vous de la polémique sur les rumeurs malveillantes qui circulent sur ce candidat? Moi, j'avais jamais entendu parler de ces rumeurs. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Cédric Villani. Je l'ai trouvé certes original, mais rien de plus singulier. Comme moi-même, je dois être singulier à ma manière. Et j'ai bien aimé sa réponse. On explique pour les téléspectateurs qui n'étaient pas au courant que certains journalistes ont demandé à Cédric Villani s'il était atteint d'autisme. C'est ça la question.
Les journalistes ont bien le droit de poser les questions qu'ils veulent. D'ailleurs, moi, je me suis fixé un principe, je ne critique jamais les journalistes. Et je trouve que la réponse de Cédric Villani est très sympa. Et avec beaucoup de recul et à sa manière, il en fait un beau message positif. Mais il m'a quand même posé une question sérieuse, je veux quand même y répondre. Donc il me fait un clin d'œil, lui qui est d'ailleurs élu francilien, parce qu'il est élu de l'Essonne, donc il connaît bien cette question des deux côtés du périphérique. Moi, je pense qu'il faut se débarrasser de ce périph' qui est trop polluant. Il ne faut pas le faire comme ça, en un claquement de doigts, parce que sinon, c'est réaliste. Oui, on peut le faire en 20 ans. Bon, on avait quand même mis 20 ans pour le construire. J'imagine qu'on peut se donner 20 ans pour le déconstruire. Et ce temps, on pourra l'utiliser pour développer les alternatives en matière de transport. Alors, pour en faire quoi? Et alors, à la place, qu'est-ce qu'on pourra... Une fois, donc on est dans 20 ans, hein, on a entre-temps développé les alternatives en matière de transport. Donc on est dans 20 ans, vous êtes encore maire de Paris? Je ne sais pas où mes successeurs... Non, je pense que je serais passé à autre chose, mais j'aurais passé le relais à une nouvelle génération. Je pense que c'est bien de passer le relais à une nouvelle génération. Et bien, à la place, si on fait un rêve, on pourrait imaginer qu'il y ait des espaces verts, des équipements publics supplémentaires, on parlait des crèches tout à l'heure, mais aussi peut-être des EHPAD, des stades de foot, on parlait de Bauer tout à l'heure, de stade du Red Star, peut-être d'autres, et puis surtout du vide et de la respiration. Mais alors à la place, on les met où ces automobiles qui aujourd'hui roulent sur le périph'? En fait, il faut moins se poser la question des automobiles que des gens qui sont dans les automobiles. Donc il faut trouver des solutions. Et bien d'abord, il faut développer les transports publics à l'échelle de l'Île-de-France. Vous savez, on a développé un projet, l'État, les villes ont développé un projet qui s'appelle le Grand Paris Express. C'est Nicolas Sarkozy qui a eu cette idée. Je regrette que le gouvernement actuel ait décidé de repousser la réalisation de ce Grand Paris Express. Vous savez qu'on est allé mettre toutes les grandes écoles d'ingénieurs à Saclay, par exemple, et on a dit, finalement, la station qu'on devait mettre à Saclay, on va l'ouvrir 10 ans plus tard. C'est n'importe quoi. Donc moi, je pense que la ville de Paris, là je pèse mes mots, la ville de Paris et les autres communes limitrophes doivent certainement remettre la main à poche, personnellement, pour aider à la réalisation de ce Grand Paris Express, parce qu'il nous permettra de nous faire gagner tous ensemble, franciliens, métropolitains. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, j'ai des idées plus originales. Le développement d'un vaporetto parisien qui permette du transport fluvial. Donc des navettes, transport de personnes sur la Seine. On parlait de New York tout à l'heure, il y a des navettes qui permettent d'aller entre les îles et Manhattan, par exemple. Il y a le vaporetto phénicien, exactement. Alors Venise qui a d'autres problèmes à l'heure actuelle de submersion, il y a des vaporettos. Il y a d'autres villes qui utilisent le transport fluvial. Je pense que Paris n'utilise pas assez son fleuve, que ce soit pour les livraisons de marchandises, on en a beaucoup parlé avec Isabelle Saporta au cours des derniers jours, mais aussi pour le transport de voyageurs. C'est bien qu'il y ait des bateaux-mouches, mais ce serait bien aussi qu'il y ait des Parisiens qui puissent se déplacer sur ce beau fleuve qu'est la Seine. Et par exemple, pour les artisans, les professionnels qui ont besoin d'utiliser leur véhicule comme outil de travail, qu'est-ce que vous proposez en alternative? C'est une des idées justement qu'on a développées ce matin avec Isabelle Saporta, les membres de Parisiennes Parisiens. Je pense qu'il faut davantage utiliser le transport fluvial. C'est déjà un peu le cas. Il y a des enseignes comme Franprix, par exemple, qui le font avec une base logistique, mais bon, ça reste quand même relativement modeste. Et puis, il faut utiliser les parkings actuels qui sont de plus en plus vides comme des bases de relais logistiques. Et enfin, favoriser des livraisons propres du dernier kilomètre. C'est difficile, il faut l'expérimenter, il faut trouver un arrondissement pilote, ça pourrait être le centre de Paris par exemple, dans lequel on fasse ces livraisons propres à camionnettes électriques, vélos, parce qu'il faut permettre aux artisans de travailler. L'idée n'est pas d'interdire aux gens de se déplacer en voiture, mais il faut qu'ils le fassent de façon utile, donc pour ceux qui ont besoin de travailler avec leur voiture, et surtout de façon propre. C'est ça le bon deal qu'on propose, un deal positif, parce que l'écologie punitive, les gens n'en supportent pas. Justement, vous parliez d'une ville propre, on a une dernière question de Parisien pour vous. J'attends qu'il y ait une continuité à développer les espaces verts à Paris. Alors l'espace vert, ça peut aussi vouloir dire juste planter des arbres aussi le long des avenues. Plus il y a de verdure et mieux on se porte. Les espaces verts, très rapidement. Aujourd'hui, il y a 500 000 arbres à Paris. Je pense qu'il faudrait doubler le nombre d'arbres. Donc il faut construire des espaces verts supplémentaires, certainement. Peut-être le périphérique nous permettra d'en faire davantage. Agrandir les bois, bois de Boulogne, bois de Vincennes. Et puis imaginer des diagonales vertes à l'échelle du Grand Paris. Parce que c'est à cette échelle-là qu'il faut penser notre végétalisation. Allez, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag toujours BFM Paris au cours de cette émission. Une invitée nous a rejointe sur le plateau. C'est tout de suite donc Paris en face. Anne Kerboux, bonsoir, bienvenue dans l'émission. Vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le 18e arrondissement de Paris. Vous portez le volet sécurité des écologistes et vous avez des questions à poser à Gaspard Ganzer. En effet. Je voudrais revenir sur la grande opération de communication du moment, sur la police municipale armée. Je dis grande opération de communication parce qu'en fait, c'est plutôt un mensonge puisqu'aujourd'hui la loi ne permet pas de créer une police municipale. Donc en gros ça revient à armer des agents qui vont verbaliser des incivilités de voirie et de propreté. Quand on voit le nombre de blessés dans les manifestations, on considère que c'est pas une bonne idée de rajouter de l'armement dans l'espace public. Et en plus, ça ne ferait que accélérer le désengagement de l'État et le retrait de la police nationale. On voit que certaines communes avaient mis en place des polices municipales
et sont revenus en arrière à cause de ces désengagements de l'État. Je voulais vous demander comment vous allez régler les problèmes des Parisiens et des Parisiennes, et notamment dans mon arrondissement du 18e, dans le Nord-Est, où il y a besoin d'une action vraiment rapide. Comment vous allez régler les problèmes des Parisiens avec cette police municipale armée? Je vous remercie vraiment pour cette interpellation. Ce que j'aime beaucoup dans la politique, c'est que justement il y a des clivages et qu'on n'est pas d'accord sur tout. Je suis d'accord avec beaucoup des propositions d'Europe Écologie Les Verts, mais là on a un vrai désaccord. Je considère que face à l'évolution de la délinquance à Paris, la constitution de hotspots de violence dans certains quartiers de Paris, on a parlé de la place de la Chapelle, on a pu parler de Riquet, on a pu parler de Ballard, de Porte-de-Vendre, il faut une action résolue. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de ne pas avoir de vraie police municipale et de ne pouvoir compter que sur la police nationale qui, elle, est aspirée par la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les grands trafics. La délinquance explose à Paris, il y a plus de cambriolages, plus d'agressions contre les personnes et notamment contre les femmes. Et il y a des endroits dans lesquels il y a du trafic de drogue à ciel ouvert, vous les connaissez, parce que vous connaissez très bien le 18e arrondissement. Donc comment est-ce qu'on agit? Un, évidemment par la prévention, parce que c'est comme ça qu'on règle les choses durablement. Mais deux aussi, par une action résolue sur le terrain. Comme la police nationale ne peut pas tout faire, il faut qu'il y ait des agents municipaux qui puissent s'investir. Et moi, je pense que ces agents municipaux, ils ne doivent pas être en danger quand ils se retrouvent face à des délinquants chevronnés et extrêmement dangereux qui, eux, sont souvent armés. Vous savez, moi, malheureusement, j'ai travaillé pour l'État en 2015, quand Clarissa Jean-Philippe s'est faite tuer, elle, policière municipale à Montrouge. J'ai aussi travaillé à cette époque-là quand Ahmed Merabé, policier national, s'est fait tuer boulevard Richard Lenoir. Donc je ne considérerai jamais que les policiers sont par principe des agresseurs, bien au contraire. Je considère que ce sont des héros qui ont le droit de se protéger quand ils sont agressés par des grands délinquants. En revanche, il faut une déontologie exceptionnelle et des contrôles extrêmement efficaces, parce que si un titulaire de la force publique, policier, gendarme ou autre, commet une bavure, il faut qu'il soit sanctionné extrêmement durement. Mais en revanche, j'aurais jamais une présomption de criminalité adressée aux policiers. Mais à la base, déjà, comment la mettre en place, cette police municipale, puisque comme vous l'avez expliqué, la loi ne le permet pas actuellement. L'amendement a encore été rejeté par l'Assemblée. Le maire de Paris, et d'ailleurs la maire de Paris le fait aujourd'hui peut-être un peu tardivement, doit porter le fer au quotidien vis-à-vis de l'État en leur disant qu'il faut cette police municipale en général, et nous on pense qu'elle doit être armée. Aujourd'hui, c'est l'État qui refuse de la mettre en place. Pour une raison que je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre. Parce qu'en fait, ça arrangerait certainement la police nationale de pouvoir s'appuyer davantage sur une police municipale qui s'occuperait de la délinquance du quotidien, des atteintes contre les personnes, des cambriolages, de la présence dans la voie publique. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus de policiers dans la rue. Il y a des endroits où on ne trouve plus jamais de policiers. Il n'y a plus l'îlotier que l'on connaissait il y a quelques années. Il y a des bacs qui circulent la nuit. Il y a des endroits où il y a une grande concentration de police. Mais comme par hasard, dans les quartiers les plus chauds de Paris, il n'y a pas assez de policiers. Justement, vous proposez que ces polices municipales soient gérées par arrondissement, c'est ça? Alors il faut que le pilotage soit général, c'est-à-dire à l'échelle de Paris, voire même de la métropole, mais après il faut que ce soit le maire d'arrondissement qui connaît son quartier, qui soit capable de les gérer vraiment au quotidien. Par exemple, dans le 15e, on en parlait tout à l'heure, il y a un spot de délinquance à Ballard. Aujourd'hui, les dealers qui étaient à Ballard, ils se sont déplacés vers la rue de la Convention. Et ben ça, c'est le maire d'arrondissement qui est capable de le voir. C'est pas quelqu'un assis dans son bureau à l'hôtel de ville. En fait, moi je vous suis pas trop, parce que l'important, c'est de remettre de l'humain sur le terrain. C'est de mettre les moyens sur de l'humain, plus d'agents. Oui. Et en fait, le coût qu'on va mettre à armer la police, à former une police municipale, et encore hypothétiquement si on arrive à changer la loi, c'est pas de l'argent qu'on met pour remettre de l'humain. Oui, il faut remettre des gens sur le terrain qui vont créer du lien de proximité, de la médiation, qui vont connaître les quartiers. Vraiment, nous, les écologistes, ce qu'on porte, c'est la création d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique avec des antennes non pas seulement par arrondissement, mais aussi une antenne spécifique dans le nord-est parisien. Et donc c'est grâce à ces gens qui seront sur le terrain, qui seront là en pré-intervention de la police nationale, parce qu'aujourd'hui, l'important c'est que la police nationale puisse se concentrer sur ses missions. Donc la priorité, c'est que la ville assume ses missions à elle, avant de vouloir commencer à faire les missions de la police nationale. Mais vous voulez qu'on ne soit pas d'accord sur ce point, mais on va l'être en réalité. Notre divergence, elle porte sur l'armement. Nous, on est favorable à ce que la police soit armée, vous y êtes défavorable. En revanche, je ne pense pas que considérer que cette police doit être armée doit la détourner des missions essentielles dans lesquelles on a une harmonie. La prévention, la présence dans l'espace public, la détection... Mais c'est quand même pas anodin des armes, de porter des armes. Vous parlez d'armes létales? C'est pas bien sûr, vous savez, en plus le concept d'arme létale, il est un peu apprécié, parce que malheureusement, on peut tuer quelqu'un avec ses poings, et on peut juste blesser avec une arme à feu. Mais oui, il faut des armes qu'on appelle létales, qui sont en fait des armes qui permettent de tirer et de toucher quelqu'un à distance, mais dans une optique de légitime défense. Vous savez, les policiers français, qu'ils soient municipaux ou nationaux, ne sont pas des cow-boys qui tirent au hasard dans la foule. Fort heureusement, ce sont des gens responsables, formés et contrôlés. Et quand ils commettent des fautes, eh bien, on est là pour les sanctionner, enfin l'État est là pour les sanctionner. En revanche, moi je n'enverrai jamais
un policier municipal, tout comme l'État n'envoie pas un policier national, dans une zone dans laquelle il y a des gens qui trafiquent de la cocaïne, de la kétamine et du crack, pour aller voir des dealers, alors que sans aucun moyen de se défendre et de se faire respecter. Donc un moyen de défense uniquement, vous le précisez. Bien sûr, de toute façon, les armes, même pour la police nationale, je vous rassure, c'est simplement pour la légitime défense des policiers. Les gens ne sont pas censés tirer à vue sur n'importe qui dans la rue. On n'est pas au Far West, fort heureusement, et on n'est même pas aux États-Unis. Les armes sont là comme moyen de légitime défense. Les règles d'ouverture du feu sont extrêmement précises et définies pour la police nationale. Il faudra qu'il en soit de même pour la police municipale parisienne, comme c'est le cas, parce qu'il y a des polices municipales qui existent, à Lyon, à Marseille, ou à Lille. À Lille, elle n'est pas armée, mais par contre, à Lyon et à Marseille, elle l'est. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les contrôles, par exemple, d'incivilité, de ce genre de choses, ces agents ne porteront pas d'armes et ceux qui vont sur des zones un peu plus sensibles en porteront? Je pense qu'il n'est pas obligé d'avoir des armes létales pour tous les policiers dans toutes les zones. Celui qui est là pour justement contrôler dans un quartier tranquille le contrevenant, celui qui ne respecte pas l'espace public, qui jette des détritus par terre, qui ne stationne pas son scooter ou sa trottinette au bon endroit, il n'est pas obligé d'être armé. En revanche, celui qui intervient de nuit dans un quartier chaud, il vaut mieux qu'il le soit, oui. Oui, mais en fait, quand on parle aussi du Nord-Est parisien, je pense qu'il ne faut pas faire de la surenchère. On n'est pas en danger dans le Nord-Est parisien. Moi, je connais le 18e, j'y vis. Alors là, on va pas être d'accord totalement. Je connais le sentiment d'insécurité, je le comprends. Oui, il existe. Mais on n'est pas en danger dans le Nord-Est parisien. Ouais. Et donc, il faut remettre de l'humain sur le terrain, mais il faut aussi traiter les vrais problèmes, les problèmes de toxicomanie. Et c'est pour ça qu'il déjà, il y a un désaccord sur le danger ou pas danger dans le Nord parisien. Non, je pense qu'il y a effectivement des dangers. Il faut demander aux femmes qui se font agresser dans le nord-est de Paris. Vous savez, les membres de Parisiennes ou mes amis qui habitent dans le 18e ou le 19e, quand je préfère ne pas descendre à la place de la Chapelle parce qu'elles trouvent que c'est dangereux. Donc ça, c'est une réalité. Alors elles ont peut-être tort, mais moi, je vais pas leur dire vous avez tort d'avoir peur. Le sentiment d'insécurité et la peur, parce que quand on se fait agresser dans la rue, il suffit d'une fois. Quand on se fait suivre dans la rue, il suffit d'une fois. Quand quelqu'un vous crie dessus dans le métro, il suffit d'une fois. Donc ça, c'est la réalité. Vous pourriez dire que c'est un sentiment, mais nier ce sentiment, c'est nier le réel de mon point de vue. Après, ça n'empêche pas d'avoir une action de prévention, parce que là, on est d'accord là-dessus. Bien évidemment que pour régler les phénomènes durablement et dans la durée, dans la longueur, il faut d'abord favoriser la prévention. Mais ça n'empêche pas d'avoir une action résolue pour se faire respecter sur le terrain. Dans les transports, notamment, on parle beaucoup d'insécurité. Récemment encore, Valérie Pécresse a proposé quelques mesures, par exemple plus de vidéosurveillance, plus d'agents, de 150 agents supplémentaires. Est-ce que ce sont des choses qui sont nécessaires, suffisantes? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? La vidéosurveillance, je ne sais pas. En revanche, la présence humaine, c'est une certitude. J'ai eu la chance dans ma vie, notamment quand je travaillais au Quai d'Orsay, de beaucoup voyager, d'aller aux États-Unis, en Espagne, à Londres. Quelle est la caractéristique de tous les métros de ces villes? C'est qu'il y a beaucoup plus de présence humaine, sympathique, cool même dans les couloirs. Vous vous sentez rassuré parce qu'en fait il y a des gens en permanence. En France, malheureusement, la ressource humaine est organisée, elle est concentrée sur l'entrée de la station et évidemment les gens qui conduisent les rames de métro. Mais il n'y a pas de gens qui circulent dans les couloirs. Il y a un candidat qui a dit qu'il voulait réserver certains wagons et les sécuriser. Non, je pense qu'il faut plutôt des gens qui, de façon mobile, circulent dans les couloirs du métro à toute heure du jour et surtout de la nuit pour que les femmes, mais aussi les hommes, se sentent en sécurité. Eh ben, vous allez être ravis parce qu'on a plus de points d'accord que vous le pensez. Non seulement je ne nie pas le sentiment d'insécurité, en plus on porte aussi cette position de renforcer la présence dans les transports en commun, mais il faut aller plus loin, notamment dans les commissariats. Comme à Nantes, on peut mettre des agents de la ville pour protéger les femmes, pour mettre à l'abri les femmes qui ont été victimes d'agressions. Parce que en 2018, sur 120 femmes qui sont décédées sous les coups, un tiers avait déjà déposé une plainte ou une main courante. Donc il faut mettre des agents de la ville, que la ville réserve des logements pour qu'on puisse mettre à l'abri tout de suite ces femmes. J'espère que ça ne vous dérangera pas d'un point de vue éditorial, mais je suis totalement d'accord avec elle. C'est très bien, merci beaucoup. Anne-Claire Boux, on le rappelle, vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le 18e arrondissement de Paris. Tout de suite, on va passer à notre nouvelle rubrique, ça s'appelle Vrai-Faux. Et on va changer de place. Voilà, nous rejoint de nouveau Christine Henry du Parisien. Merci, au revoir Anne-Claire Boux. Avec vous, on va quelques questions rapides. Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux. Première question, vrai ou faux, vous êtes un bad boy, un mauvais garçon? Non, je pense pas. Non, je pense pas, non. Vous n'avez rien fait de répréhensible dans votre vie? Ah si, j'ai fait beaucoup de choses de répréhensibles. Quoi, par exemple? Je pense que j'ai fumé des pétards quand j'étais petit, par exemple. Voilà. Petit, un peu pas petit quand même. Rassurez-nous. Ado et jeune adulte, on va dire. Ouais, on a vu les photos, vous les avez publiées ouvertement sur votre compte Facebook? Non, je les ai oubliées sur mon compte Facebook. Et alors, vous savez, pour l'anecdote. Vous le regrettez?
Non, pas du tout, parce que c'est ma vie et que le premier qui n'a pas fumé de pétard, je me jette la première boulette, on va dire. Alors bon, vous avez lancé des idées qui font beaucoup parler, mais qui sont pas toujours, qui sont difficilement réalisables. Est-il vrai ou faux que vous êtes le candidat de la com? Je sais, non, je pense pas, enfin j'espère pas, je fais tout pour que ce soit pas le cas. Moi, vous savez, je bosse comme un cinglé, j'ai mis beaucoup d'idées sur la table, j'ai écrit un livre, j'ai beaucoup travaillé, c'est documenté. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi j'ai beaucoup bossé en tout cas. Quand vous dites que vous voulez détruire le périphérique, certains pensent que ce n'est pas du tout réalisable et que c'est simplement de l'affichage. Ils ont tort de le penser parce que c'est documenté. On a élaboré un rapport avec Cédric Allemand, qui est un géographe, et plein d'autres personnes, justement expliquant comment tronçon par tronçon on allait le faire. On est un peu besogneux, on a bossé, on a vu des experts à ne plus en pouvoir et on a fait les choses très sérieusement. C'est la même chose pour le loyer que pourraient payer les propriétaires des logements vacants? Oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, c'est pas notre idée, parce qu'il y a plein d'autres, il y a des économistes, des questions de logement qui ont développé cette idée depuis longtemps. Donc nous, on a essayé de la mettre en place ou de l'adapter par rapport à Paris. Bon, vous savez, j'ai fait des études qui sont pas très rigolotes. J'ai fait l'ENA, j'ai fait des finances publiques à plus en pouvoir. J'ai travaillé des examens et des concours. Donc quand je dis un truc en matière de finances publiques, de droit ou d'économie, je le documente parce que je pense qu'il faut être humble face à la connaissance. Donc ce n'est pas que de la com. Pas du tout. Vrai ou faux que François Hollande vous a déçu? On rappelle que vous avez été à la tête de son service de communication à l'Élysée lors de sa présidence. Ah non, faux, il m'a jamais déçu. Jamais? Même quand il a dit qu'il préférait Anne Hidalgo à vous en termes de soutien à la mairie? Je préférerais qu'il vote pour moi, mais il se trouve qu'il vote en Corrèze. Donc non, je lui en veux pas. Vous savez, moi je resterai loyal à François Hollande jusqu'à mon dernier jour parce que je suis fier d'avoir travaillé pour lui, notamment quand il s'agit de défendre la France face aux terroristes. Il n'y a pas une petite pointe quand même, non? Non, parce que moi quand je donne ma loyauté à quelqu'un et mon amitié à quelqu'un, c'est pour la vie. Et lui, c'est pas justement une preuve de... Non, mais lui, c'était mon chef, il fait ce qu'il veut, c'est un homme libre, mais vous savez, il peut soutenir quelqu'un d'autre, soutenir Anne Hidalgo, ça ne changera rien, je resterai loyal. Ok. Alors, vrai ou faux que Macron, votre camarade de promo à l'ENA, vous appelez ma poule? Et est-ce que c'est toujours le cas? Alors, oui, c'est vrai, je crois que malheureusement, je n'étais pas le seul à être affublé de ce sobriquet. Aujourd'hui, je ne le vois plus, j'ai juste croisé il y a quelques semaines, quelques mois, mais il m'a pas appelé ma poule, il a dû m'appeler mon grand, c'est son genre. Bon. Vous avez toujours des relations avec Emmanuel Macron? Très épisodique, parce que je crois qu'il est un peu occupé, il a un agenda un peu chargé, et moi de mon côté, je suis aussi pas mal occupé par cette campagne. Il faut que justement une campagne électorale, ça se gagne au bistrot. Ah ça je crois que oui. Ouais. Enfin en tout cas je m'en persuade, certainement parce que j'adore passer ma vie dans les cafés et dans les bistrots, tout en surveillant ma consommation d'alcool, parce qu'il faut boire avec modération, donc j'enquille les cafés. Mais oui, j'y passe beaucoup de temps, parce que là je pense que c'est là... Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que c'est là qu'on rencontre les gens. Moi je pense que le lieu le plus typiquement parisien, c'est le bistrot. C'est un lieu de rencontre de toutes les générations, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Moi j'ai même travaillé dans des bars parisiens il y a très longtemps, et j'adore y retourner. C'est là que j'ai révisé mes examens, c'est là que j'ai rencontré mes amis, et c'est là que je fais la politique aujourd'hui. Alors justement, c'est là que vous étiez ce matin encore dans le 4e arrondissement pour présenter vos propositions, des propositions chiffrées. Qui est-ce que vous avez réuni autour de vous pour faire ça? Alors il y avait quelques journalistes, mais il y avait surtout nos candidats, la plupart de nos candidats dans les 17 arrondissements de Paris, des femmes, des hommes, des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les origines, de tous les métiers, qui sont pour l'essentiel des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, à l'exception de Benjamin Djian pour le centre et de Cédric Gondonvad dans le 14e, des gens qui se sont dit allez, c'est le bon moment de se lancer en politique, et que j'aime beaucoup. Parce que cette histoire d'élection, c'est aussi une histoire d'amitié et même d'amour. J'aime nos candidats et j'en suis extrêmement fier. Allez, on va tout de suite vous faire poser une question pour le prochain ou la prochaine invitée de cette émission, Capitale 2020. Alors, pour l'instant, suspense. On attend encore des réponses. C'est pas aussi simple que ça d'avoir tout le temps des candidats sur ce plateau. Vous avez une question à poser, en tout cas sur un candidat à la mairie de Paris qui pourrait être votre concurrent et qui aurait une problématique peut-être spécifique à résoudre pour les Parisiennes et les Parisiens. Il y a un sujet dont on parle... Regardez cette caméra-là. Il y a un sujet dont on parle très peu dans cette campagne électorale, et je le regrette. C'est le sujet de la culture. Moi, je pense que Paris est une ville de culture, et j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour permettre aux artistes de revenir à Paris. Parce que j'ai envie que Paris soit de nouveau une fête, comme à l'époque d'Hemingway, comme à l'époque de la Beat Generation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réattirer les artistes à Paris? Vous avez l'impression, vous, que Paris n'est plus une fête? Bon, moi, je continue de faire la fête de temps en temps, même si j'ai moins le temps avec la campagne électorale et ma vie de famille. Mais je trouve qu'il y a un bon ennemi qui commence à se mettre sur la tête de Paris. Donc, il faut
se remettre. Parce que c'est devenu trop cher ou parce que la vie, parce que sortir, ça coûte quand même très cher. Il y a quelques bons endroits comme le Cristal dans le 15e, je fais de la pub, dans lequel la pinte est à 3 €, mais la plupart des endroits sont chers et quand on est étudiant, c'est difficile de sortir. Mais après, je pense qu'il y a aussi un esprit. Il faut retrouver cet art de la fête. On a proposé dans le livre Nous autres Parisiens de créer une nuit de la danse. Mais en fait, la nuit de la danse, il faudrait que ça soit tous les soirs. Alors après, il faut respecter aussi les gens qui travaillent et qui veulent dormir. Mais je crois qu'on a besoin de nouveau d'un peu de peps et d'énergie et de surtout rire beaucoup. Merci à Gaspard Ganzer, ce sera le mot de la fin, candidat à la mairie de Paris avec le mouvement Parisienne-Parisien. Merci à notre interpellatrice du jour, c'était Anne-Claire Boux, tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le 18e. Merci également Christine Henry, journaliste politique au Parisien. Merci Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris. N'oubliez pas, la semaine prochaine, attention, Capitale 2020, ce sera mercredi et pour cause, puisque jeudi 5 décembre, nous ferons une spéciale consacrée à la grève, au mouvement de grève dans notre région, donc sur les antennes de PFM Paris. Donc Capitale 2020, rendez-vous mercredi 4 décembre prochain. Tout de suite, la suite de vos programmes. On retrouve Tanguy Delanlay dans Bonsoir Paris. Moi, je vous dis à demain, vendredi, pour l'intégrale PSG, Ligue des Champions UEFA. On reviendra sur le match Real PSG, le débrief en entier, le match également en entier à suivre avec nos experts RMC Sport. Bonne soirée sur BFM Paris.